Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec pour m'accompagner Gilles Boutin, bonsoir. Journaliste au Figaro. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Eric Guénaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez été conseiller spécial de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012 à l'Élysée. Écoutons, avant de vous interroger, maître Christophe Ingrand. Il est l'un des avocats de Nicolas Sarkozy et il était avec l'ancien chef de l'État dans sa voiture qui le conduisait à la prison de la Santé. Il a raconté à Laurence Ferrari tout à l'heure ce qui s'est dit, même si c'était peu de choses. Il était strictement identique au Nicolas Sarkozy, aux côtés duquel j'ai la chance de travailler depuis plusieurs années. Pas un mot pour se plaindre, mais pas un mot pour se plaindre, pas un mot pour regretter des choses, on aurait mieux, ou on a mal fait. Exprimer de la peur, de l'appréhension. Aucune. Il a prononcé quelques mots au moment où il est sorti de la voiture ? Oui, il s'est levé, il a juste dit bon à plus tard, il a claqué la porte, il avait des livres sous le bras, il est parti, les personnes de l'administration pénitentiaire l'attendaient pour effectuer les formalités administratives quand on arrive en détention. Voilà, il veut montrer à tous ceux qui étaient là qu'on ne l'atteint pas. Il fait face, on ne l'atteint pas avec ça. Voilà, donc vous reconnaissez, j'imagine, Nicolas Sarkozy, son caractère, comme le décrit maître Ingrand. Oui, c'est sa personnalité, c'est toujours voilà, il reste debout comme s'il était invulnérable. En fait, il l'est pas, c'est-à-dire que il y a la force chez lui, cette force de préserver les apparences, mais il y a aussi une blessure interne. Donc il fait de cette épreuve une expérience qui va lui permettre de sortir plus fort. Donc, moi, je crois assez qu'elle le grandira. Voilà. Dans quel sens ? Elle le grandira, c'est que la façon dont il l'affronte, même si elle est douloureuse, la dignité de son comportement, sa capacité à ne pas se laisser abattre, et quand même le fait que chez beaucoup de Français, il y a tout de même un doute sur tout ça, même si pas clairement exprimé. Donc il va sortir de là plus fort, mais les institutions, la République, la nation, l'autorité vont sortir profondément affaiblis. Alors pas tout de suite, parce que maître Ingrand disait que la cour d'appel a 2 mois donc pour statuer sur cette demande de remise en liberté, qu'en général ils mettent entre 3 semaines et 1 mois, donc ça veut dire qu'on a concrètement Nicolas Sarkozy derrière les barreaux pendant 3 semaines, 1 mois. Alors je pense qu'ils vont aller un peu plus vite. Si j'ai bien compris, la moyenne des je répète ce que dit Christophe Ingrand. Il y a disons 2 mois en général à Paris, c'est environ 1 mois. C'est ça, ce que je viens de dire. Probablement il sera, diront peut-être un peu plus vite, mais il restera 2-3 semaines en prison. 9 mètres carrés, une cellule individuelle, plusieurs sorties par jour, l'utilisation de la salle de sport, il a une radio, il a emporté avec lui, ça c'est totalement symbolique, les 2 tomes du Comte de Monte Cristo. On sait qu'il va écrire également un livre. Vous dites qu'il sortira grandi, ça me fait penser à ce matin, édition spéciale sur CNews et sur Europe 1, on entendait, je crois que c'est Vincent Hervouet qui disait, n'oubliez pas que Lula avait été incarcéré, il est ressorti, il est redevenu président. Donald Trump avait été embêté par la justice, il s'est représenté, il est devenu président. Vous croyez à un nouveau destin présidentiel de Nicolas Sarkozy ? Ça, je n'en sais rien. Je suis pas certain qu'il ait envie de se représenter à une élection. Je ne sais pas, on verra. Là, quand je dis grandi, je parle de l'homme. Voilà, je parle de manière dont son caractère va me permettre de transcender cette terrible épreuve. Alors, les exemples que vous citez, certes, mais Trump, la justice n'avait pas réussi encore. N'avait pas eu le temps de le mettre en prison. Quant à Lula, c'est très intéressant parce que on cite parfois cet exemple, on dit regardez à l'étranger, mais Lula, on s'est rendu compte après que sa condamnation était due à un complot des juges. Voilà, vous vous souvenez, on a trouvé dans des mails qui montraient que les juges, une partie des juges, en tout cas ceux qui l'avaient condamné, avaient comploté. D'ailleurs, le procès a été annulé par la Cour suprême
motif d'irrégularité, etc. Donc la situation est un peu différente. Même si là, il n'y a rien dans le dossier. Enfin, en tout cas, ça a été non, il n'y a rien dans le dossier, mais il y a un jugement. Quoi. Ben oui, c'est ça. Mais il y a pas, on n'a pas les mails. Je suis pas du tout en train de dire qu'il y a un complot des juges, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose dans le dossier. Je pense que c'est pas un complot comme au Brésil, mais donc c'est une situation très très différente. Mais c'est quand même le fruit d'une dérive totale de l'institution judiciaire qui n'est pas propre à la France, mais auquel on assiste aujourd'hui. C'est un événement considérable, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dans cette évolution d'une justice qui veut se placer au-dessus de tout, et en particulier au-dessus du pouvoir politique, là on vient de franchir un cap, c'est-à-dire qu'on vient d'achever la désacralisation de la fonction présidentielle, et ça c'est terrible. Comment voulez-vous après rétablir l'autorité dans notre pays? Voilà, ça devient impossible. Gilles Boutin, du Figaro. Précisément, je pense que ce moment où l'on voit Nicolas Sarkozy se diriger vers sa voiture pour partir vers la prison. Et vous étiez là, Henri Guenaud. Oui, vous étiez présent, et justement, je voulais savoir le ressenti que vous avez pu constater sur place. C'est-à-dire que ça va rester dans l'histoire, parce que c'est la première fois qu'un président de la République se retrouve dans cette situation. Mais au-delà de ça, n'est-ce pas le malaise qui prédomine, puisqu'on a affaire à une décision qui repose sur une absence de preuves au sens strict du terme. Il y a tout un faisceau d'indices, des motivations qui sont largement contestées, et une absence d'explication, en tout cas de pédagogie satisfaisante de la part de la magistrature. Donc on peut s'imaginer que la colère était palpable là où vous étiez, mais y a-t-il un malaise également ressenti par rapport au pouvoir judiciaire, ou en tout cas à la justice telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, et avec quelles conséquences dans l'opinion publique selon vous? Alors, ce matin, il y avait d'abord de l'émotion, ensuite une forme de révolte. C'était contre le sort qu'on lui fait. Aucun de ceux qui étaient là, il y avait des gens de toutes sortes, et même des gens qui venaient de province, malgré la difficulté de s'organiser en si peu de temps pour venir à Paris. À l'appel de Louis Sarkozy. À l'appel de Louis Sarkozy et de ses enfants. Voilà. Mais il y a un profond malaise pour tous ceux qui réfléchissent aux conséquences de ce jugement et de cette incarcération sur nos institutions. Alors vous l'avez très bien dit, c'est quand même inouï. Il y a eu dans l'histoire des jugements sans preuve. Pas la première fois. Alors, d'autant plus qu'on est dans le domaine du droit pénal, et que dans le domaine du droit pénal, la preuve est libre, et que c'est l'intime conviction du juge qui emporte la décision. Bon. Donc le faisceau de présomption, c'est quelque chose de tout à fait naturel en droit pénal. Le problème survient quand le juge ne se met plus de limites, c'est-à-dire quand il n'y a plus que de la subjectivité, c'est-à-dire on construit une histoire, et puis, dit, elle est belle mon histoire, vraisemblable mon histoire, donc vous êtes coupable. Et alors le procès consiste à essayer pour l'accusé de démontrer qu'il n'est pas coupable. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire, c'est un renversement de toute la philosophie du droit, et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est le principe en France, c'est-à-dire qu'aux États-Unis le principe est inversé, c'est-à-dire que vous êtes en France on doit, comme ailleurs, on doit démontrer, c'est à l'accusation de démontrer la culpabilité. Vous êtes présumé innocent en France. Vous voulez dire qu'on a un système non, mais là on a renversé les choses, c'est-à-dire c'est comme le doute profite à l'accusé. Ben non, là le doute il est au détriment de l'accusé. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est le terme d'une évolution qui aujourd'hui consacre l'avènement du juge justicier, l'avènement du juge et du droit au-dessus de tout. Vous savez, il y a une commission dans l'orbite de la Commission européenne qui s'occupe de réfléchir aux questions du droit, qui s'appelle la Commission de Venise. Et elle a une devise, la Commission de Venise, que moi j'utilise souvent parce que je la trouve absolument extraordinairement parlante. La devise de la Commission de Venise, c'est « La démocratie par le droit ». Voilà. Or, jusqu'à présent, c'était le droit par la démocratie. Parce que le droit ne s'auto-légitime pas. Et non, là, on a complètement renversé les choses. Et c'est exactement ce à quoi veulent aboutir les membres de l'institution judiciaire, mais pas seulement en France.
Henri Guénaud est l'invité d'Europe 1 Soir. Alexandre Malafaye. Oui, en tout cas, concernant l'attitude de Nicolas Sarkozy, je pense comme vous qu'il en ressortira renforcé. C'est Nietzsche qui disait « ce qui vous tue pas vous renforce ». Ça le prépare sans doute pour l'appel. C'est pas vrai pour tout le monde, mais dans son cas, voilà. avec la personnalité qu'il a démontrée, j'ai pas de penser que ça. Non, mais cette situation, elle est politiquement, vous avez raison, elle est totalement contre-productive parce qu'elle affaiblit le système et le pays dans son ensemble. Sur un plan juridique, la décision est vraiment crétine parce qu'elle est tellement contestable, polémique, que tout ça ne fait qu'alimenter une machine absolument délirante. Sur un plan humainement, j'ajoute que c'est cruel. Parce que je pense qu'effectivement, on est dans ce pays où on adore la passion, on a la passion de l'égalité, mais c'est pas, quand vous avez des chefs d'État, il n'y a plus de pied d'égalité. Et le fait de le mettre en prison ce soir, et de le laisser dormir dans une prison avec tous les bruits qu'on peut imaginer, toutes les colibés qui vont sortir, c'est humainement extrêmement cruel. Moi, j'ai une question à vous poser sur le plan de la façon de traiter ce type de problème, parce qu'après, qu'on mette en accusation quelqu'un, ça fait partie des règles du jeu, même si ça part sur un mauvais pied avec une pièce qui est fausse. Est-ce que ce type de juridiction est la bonne? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à des juridictions spécialisées comme on en a connu par le passé, cours de justice ou oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas utilisé? Parce que on n'a aucun moyen d'imposer ni au juge d'instruction ni au tribunal de se déporter au profit de la Cour de justice. Voilà, c'est-à-dire que c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Alors il y a la chambre de l'instruction. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire forcer le pas? Voilà, donc à partir du moment où c'est pas la Cour de justice qui a été saisie, la chambre, les magistrats instructeurs, la chambre de l'instruction et le tribunal décident. D'ailleurs, le tribunal, la question a été posée cette nullité a été soulevée par les avocats. Et le tribunal a dit, on verra ça à la fin, c'est-à-dire à la fin du procès, au moment du jugement. Et au moment du jugement, ils ont dit, écoutez, en fait, le ministre de l'Intérieur était en même temps candidat, et donc c'est du candidat dont on parle. C'est le candidat ce qui est quand même extraordinaire en l'occurrence. C'est ça qui, moi, m'a le plus choqué au-delà du traitement qu'on fait à cet homme du procès sans preuve. Hein. Mais sans preuve, c'est le tribunal qui dit qu'il n'y a pas de preuve. C'est la première fois qu'un tribunal assume à ce point l'absence de preuve. Il dit voilà, il n'y a pas de preuve, donc je suis obligé de relaxer sur les trois délits potentiels. Et je me raccroche à l'association de malfaiteurs. Mais il y a autre chose là qui est très choquant, c'est la violation de la séparation des pouvoirs. Alors ça, on va en parler. Il faut un grand développement là-dessus, et si vous voulez bien, on va marquer une pause et on va en parler après. Henri Guénaud, qui est l'invité d'Europe 1 Soir. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles Boutin du Figaro, avec Alexandre Malafaye et Henri Guénaud qui nous fait l'amabilité d'être là pour ce jour particulier. Particulier est un doux euphémisme où un président, pour la première fois, a été incarcéré sous la Ve République. Ça ne s'était jamais produit. Henri Guénaud, vous aviez abordé la question de la séparation des pouvoirs qui est remise en doute avec cette affaire. Oui, je pense d'ailleurs que c'est une des motivations peut-être inconscientes, mais de ce jugement. Tous les débats du procès ont tourné autour de cette idée que on demandait aux Libyens de financer la campagne et il fallait une contrepartie. Donc voilà, et que la contrepartie était dans l'action extérieure du ministre de l'Intérieur et la politique étrangère du président de la République. Voilà, puisque il n'y a pas d'autre contrepartie en fait dans cette histoire. Et donc on a mis en procès pendant des mois la politique extérieure, l'action extérieure et la politique étrangère de la France. Alors le jugement contourne habilement le sujet, mais il n'empêche, si vous enlevez la contrepartie dans la politique, dans l'action extérieure du ministre de l'Intérieur et la politique étrangère de la France, vous n'avez plus de contrepartie. Voilà. Et ça va assez loin, parce que quand on dit par exemple que un ministre délégué, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur sont allés voir un salopard terroriste qui a été Sanoussi, qui était le beau-frère ou le gendre, je sais plus, de Kadhafi. Bon. Et que ça prouve bien que ça prouve rien du tout quand vous allez avoir des contacts dans en matière de politique étrangère avec un salaud. C'est le quotidien, c'est l'ordinaire. Le contre-espionnage le fait tous les jours. Mais il y a le contre-espionnage, et puis pas que le contre-espionnage. Parfois des responsables politiques, bien sûr. Des responsables politiques. Alors, on a l'impression de découvrir l'Amérique avec ça. Non, mais parce qu'il y a quelque chose, il faut quand même
comprendre que la société, elle délègue au pouvoir politique tout ce qui lui est nécessaire, mais qui ne peut se produire que si on se salit les mains. Voilà, hein, c'est faut dire les choses en face. C'est-à-dire que, bah oui, on rencontre des dictateurs, des gens couverts de sang, des intermédiaires douteux, voilà. Et je répète sans arrêt, on pourrait prendre 100 exemples, mais quand Monsieur Carter, Jimmy Carter, icône des droits de l'homme, reçoit Camp David, Anwar al-Sadat et Menachem Begin, il reçoit 2 terroristes couverts de sang, mais parce qu'à un moment il faut tenter d'arrêter le massacre, d'arrêter les tueries, eh bien voilà, on va serrer la main à des gens qui sont absolument infréquentables. Il n'est pas passé devant les juges, Jimmy Carter. Oui, mais Churchill est bien allé serrer la main de Staline, la France de Gaulle a bien reconnu Mao. Il a même fait la conférence de Yalta avec lui. Oui, et puis après il y a eu celle de Potsdam aussi, qui a livré quand même une partie de l'Europe au communisme en évinçant ou en épurant 12 millions d'Allemands, 12 à 15 millions d'Allemands. Hein, c'est la plus grande épuration technique, la plus grande épuration ethnique de l'histoire. Bon, donc, mais tout ça, tout le monde l'a assumé. Alors, c'est caché ce sein que je ne saurais voir. Hein, voilà, c'est ça. On veut pas le voir, mais c'est très bien qu'on le voit pas. Et Monsieur Hollande avait avoué à des journalistes, ce qui n'était pas avouable, c'est-à-dire qu'il avait délivré pendant son mandat des permis de tuer. Bon, tous les chefs d'État des grands pays démocratiques délivrent un jour aux autres des permis de tuer. Ça n'est écrit dans aucune loi. Aucune loi ne leur donne ce pouvoir. Mais si vous n'exercez pas ce pouvoir, vous mettez votre pays en danger. Voilà. Donc, tout ça, ça s'appelle la raison d'État. Voilà. Et les juges ne supportent pas la raison d'État. Je cite toujours cette citation attribuée au général de Gaulle par Jean Foyer. Jean Foyer qui était son garde des Sceaux et auquel il aurait dit un jour où Jean Foyer venait lui parler d'une réforme judiciaire. Qui a participé à l'écriture de la Constitution aussi. Qui a participé, qui était un grand juriste, c'est un grand professeur de droit civil. Et le général lui dit, mais monsieur le ministre, il y a le droit. Au-dessus du droit, il y a l'État. Au-dessus de l'État, il y a la France. Voilà. Et si vous voulez, ça, c'est ce que les juristes d'aujourd'hui, les magistrats de tous les pays occidentaux ne peuvent pas supporter. Voilà. Et pour eux, il y a le droit, le juge, et puis le reste derrière. Voilà. Et ça, c'est la fin d'une certaine idée de l'État, d'une certaine idée de la nation, d'une certaine idée de la République. Voilà. Et c'est ça qui est en cause dans cette histoire. Allez, Gilles Boutin. Par rapport à cette justice totémique, inattaquable, avez-vous le sentiment que le débat politique est à la hauteur? Parce que j'ai relevé notamment que Patrick Kanner, par exemple, le sénateur PS, a reproché au président du Sénat, Gérard Larcher, d'avoir précisément critiqué l'exécution provisoire, en tout cas de l'avoir remise en question et d'avoir émis l'idée qu'on puisse réfléchir et amender le droit là-dessus. Il faut bien amender le droit. Exactement. Donc le législateur se propose de débattre. Quand on se rend compte que l'interprétation du droit ne correspond pas à la volonté du législateur ou à l'esprit de la loi. Mais à entendre un certain nombre de politiques, c'est le droit effectivement, et donc il est alors ça, ils ont cette position quand c'est pas leur camp qui est en cause. Hein. Bon, déjà, premièrement, et puis deuxièmement, mais toute la classe, dans la classe politique, il n'y a quasiment plus aujourd'hui que des politiciens. Vous pouvez pas demander aux politiciens de se comporter comme le général de Gaulle. Voilà, c'est pas possible. Hein, donc ils trouvent tous les moyens d'échapper à ce débat. Et ils se font rattraper par le débat, c'est-à-dire que ils passent leur temps à faire des lois débiles sur la transparence, sur le maximum, toujours plus, on lave toujours plus blanc, et puis ils se font dévorer ensuite par les lois qu'ils ont votées, qui sont d'ailleurs très mal écrites. Donc il faudra réécrire les lois, mais un homme politique responsable devant ce qui se passe aujourd'hui, dans ce qui s'est passé là, a quelque chose à dire sur ce qui s'est passé, parce que ça a une importance politique considérable. Mais personne ne veut ouvrir ce débat en réalité, c'est personne. Et quand parler de ceux qui ont critiqué, qui ont dit il faudrait réfléchir à l'exécution provisoire, qui est pas faite du tout pour le cas qui est celui de Nicolas Sarkozy, c'est comme si on avait proféré un sacrilège. Non mais sauf que la justice c'est pas une église, les juges sont pas des dieux, et que dans une démocratie, tout le monde a le droit de débattre de tout, de critiquer tout. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de menacer les magistrats, c'est d'appeler à la violence. Mais en revanche, vous les insultez. Bon, ça c'est puni par le code pénal, très bien. Mais en revanche, le minimum de contrepartie à l'indépendance de la justice, c'est quand même qu'on puisse critiquer, voire protester.
Voilà, parce qu'il n'y a que dans les démocraties où on peut critiquer ce que font les institutions et où l'on peut protester. Voilà, et donc, oui, puisque Churchill disait que la démocratie était le pire des régimes, à l'exception de ceux qu'on n'avait pas non, mais essayé. ça, c'est plutôt bien. Enfin, et donc, du coup, il dénonçait les dictatures. Oui, le mot de Voltaire, avant que la démocratie ne gagne toute l'Europe, il disait « honte au pays où l'on se tait ». Ben oui. Voilà. Ben oui. Ben, il savait de quoi il parlait. Mais ici, on débat, justement. Voilà. Oui, mais vous savez pas, enfin, les politiques sont tellement timorés, sont tellement peu conscients de leurs devoirs que ils préfèrent ne pas débattre et se réfugier derrière des mots creux, des formules creuses. Et ça, c'est terrifiant. C'est ça qui est le plus terrifiant. Parce que ce qu'ils font dans le domaine de la justice, ils le font dans tous les domaines. Je voudrais vous faire réagir à une interview que fait Bruno Retailleau à nos confrères du Figaro sur la participation de 6 ministres LR au gouvernement Le Cornu 2. Voilà ce qu'il dit. Je considère que ceux dont vous parlez ne sont plus LR. Ils ne peuvent pas être la caution de notre famille politique au gouvernement. C'est pourquoi il doit y avoir et il y aura une sanction, pas dans 2 mois ou dans 2 ans, mais dès ce mercredi soir lors du bureau politique. Comment est-ce que vous interprétez ces propos de Bruno Retailleau, Henri Guénaud? Bon, je crois qu'il avait besoin de faire un acte d'autorité. Hein. Bon, après, moi, je veux pas rentrer dans un débat avec LR. J'observe simplement comme citoyen que les mêmes qui ont demandé à voter la confiance au gouvernement Bayrou, sur un projet de budget qui était à peu près le même, considèrent maintenant qu'on a sombré dans le socialisme et en sont presque à demander la censure systématique du gouvernement. Si quelqu'un y comprend quelque chose, on a vu les rôles d'ailleurs, les positions s'inverser à l'intérieur même des familles politiques. Je pense à celle qui a été ma famille politique. Personne n'y comprend plus rien. Voilà, je pense que l'exclusion peut se justifier dans certains cas. Elle n'est pas un moyen de régler le dysfonctionnement d'un parti qui n'a hélas plus grand chose à dire et de remplir le vide. Mais alors où est la droite aujourd'hui, Henri Guénaud? Elle est nulle part comme d'habitude, ou elle est partout. Comme vous voudrez, c'est-à-dire que c'est métaphysique ce que vous me dites. Non, oui, mais de temps en temps, il faut essayer de remonter peut-être jusqu'à la métaphysique, en tout cas jusqu'à la pensée, ce qui là aussi est très difficile pour les politiciens. Moi, je fais pas de métaphysique, je fais un peu comme les chefs cuisiniers, c'est-à-dire que j'ouvre le frigo, je vois ce qu'il y a. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les Français font? Sur quoi ils peuvent se raccrocher? Non, mais ça c'est les Français, mais pour qu'ils puissent se raccrocher à quelque chose, il faut qu'il y ait des familles politiques qui aient quelque chose à leur dire. Voilà. Donc la droite, moi, je n'ai jamais su ce que c'était vraiment. C'est-à-dire, c'est plusieurs familles qui sont à peine compatibles entre elles. Hein. C'est la droite orléaniste, la droite traditionnaliste, bon, etc. Et puis ce qu'on peut classer, que la gauche classerait à droite, moi je classerais ailleurs, qui est le gaullisme et le bonapartisme. Voilà. Bon, mais ce qui était le RPR a disparu. La famille gaulliste, elle a disparu. Ce qu'est LR aujourd'hui, c'est un parti qui a laissé tout libre le champ qu'occupait à la fois politiquement et sociologiquement, le gaullisme dans notre pays depuis le début de la Ve République et même depuis la Quatrième République. Voilà. Donc, depuis 200 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui la droite, hein, ce qu'on désigne par la droite aujourd'hui, n'a pratiquement jamais gouverné. Ce qui n'était pas la gauche qui a gouverné, ça a été la troisième force, le centre, les démocrates chrétiens. Mais qu'est-ce que vous auriez dit justement de Nicolas Sarkozy, vous qui avez été le conseiller spécial? Nicolas Sarkozy, c'était pas une forme de droite? Non, mais si vous voulez considérer... Est-ce que l'UMP était une forme de droite? D'abord, il y avait une forme de bonapartisme, peut-être pas consciente, mais chez Nicolas Sarkozy. Et puis, je vous rappelle que... à laquelle vous avez adhéré? Ah oui, j'ai adhéré, oui, mais il venait de ma famille politique. Il avait commencé avec Chaban, enfin, la campagne de Chaban. Et si vous voulez, Nicolas Sarkozy, il n'incarnait pas du tout ce qu'incarne la droite d'aujourd'hui. Il faut comprendre une chose, c'est que cette famille politique, elle n'a gagné que depuis Georges Pompidou, elle n'a gagné que 2 fois l'élection présidentielle. Une fois Jacques Chirac, avec la fracture sociale, que M. Juppé s'est empressé de jeter à la poubelle. En 95. Voilà, et transformer ainsi un septennat en semestre. Après, on pouvait plus gouverner, après on a dissous. Et puis, Nicolas Sarkozy, qui attaquait la gauche, non pas parce qu'elle était la gauche, mais parce qu'elle n'était plus la gauche, qui allait dans les usines parler aux ouvriers, voilà, qui citait Jaurès et Blum, et qui n'était pas un bolchevique, hein, et qui a littéralement pomper une bonne partie des voix de ce qui est devenu le Rassemblement national. Bon, voilà. S'il n'y a pas cette dimension à la fois populaire
sociale et en même temps d'autorité. Est-ce que c'est pas le RN aujourd'hui, ça? C'est le positionnement que le RN a choisi, enfin que Madame Le Pen a choisi. Ça veut pas dire, moi je vais pas me donner je vais pas distribuer des brevets de gaullisme, de bonapartisme. Non, mais voilà. Il s'agit pas de ça. Mais les électeurs se retrouvent quelque part. C'est ce qu'elle a très intelligemment fait. C'est-à-dire c'est le positionnement qu'elle a choisi, alors qu'une partie de la droite et de ses intellectuels, je pense par exemple à Patrick Buisson, le regretté Patrick Buisson, pensait que ça c'était une erreur totale. C'était une erreur qu'elle allait perdre parce que le social, l'économique, tout ça, c'était pas dans la politique. Voilà. Et en fait, c'est ça qui a fait sa fortune, c'est-à-dire qu'elle a réussi par son positionnement. Je parle pas de son programme, du fond et de ce qu'ils sont capables de faire, mais son positionnement, c'est d'ailleurs, elle dit je suis pas à droite. Hein. Voilà, elle dit moi je suis pas un parti de droite. D'ailleurs, ça n'excuse pas les gens de LR qui disent non c'est un parti de gauche en fait parce qu'il n'a pas voté la réforme des retraites, qui est quand même la plus grande imbécilité qu'on puisse imaginer. Bon, mais si vous voulez, elle a réussi à capter l'électorat populaire et une bonne partie des classes moyennes, ce que LR aujourd'hui est incapable de faire, ce que le RPR faisait très bien. Voilà, c'est ça le problème de la droite. C'est avant de penser aux alliances, qu'est-ce qu'elle a à dire aux Français? Qu'est-ce qu'elle a à dire aux Français à part je suis la droite, la France est à droite, donc je devrais être au pouvoir.